quand on comprend que le projet européen démarre à Washington, en vérité, les dés sont pipés, une fois de plus. Il y a un bouquin formidable qui s'appelle La Grande Dissimulation, de deux universitaires britanniques, un journaliste et un universitaire, hasard du destin, sont deux Britanniques, qui en fait se sont plongés dans les archives de la construction européenne. Alors c'est très très long à lire, très honnêtement, c'est pas forcément passionnant à lire, mais c'est riche, c'est d'une richesse incroyable, et on comprend que les États-Unis ont, à partir de la Seconde Guerre mondiale, ont toujours eu pour ambition de mettre la main sur l'Europe et d'en faire une base avancée. C'était le principe même de l'AMGOT, qui était une opération militaire américaine dont l'objectif était de coloniser, et je pèse mes mots, coloniser des États européens, dont la France et l'Italie. C'est tellement une théorie du complot que le général de Gaulle lui-même refusait de commémorer le débarquement de Normandie à cause de ça, en disant « je ne me suis pas battu contre une occupation pour une autre ». Et pour là encore, l'anecdote historique, l'opération militaire américaine du débarquement en Normandie s'appelait Overlord, qui veut dire suzerain. Donc il n'y avait pas beaucoup de suspense. Et donc, là encore, tout ça est évoqué dans La Grande Dissimulation, les soldats américains débarquaient sur les plages françaises avec des billets qui étaient frappés par la banque américaine. Fameux billet drapeau, il y a des photos, il y a plein de photos, il y a dans des musées, vous pouvez en trouver encore aujourd'hui. J'ai vu ça, je sais plus dans quel musée, il y a pas longtemps, pendant mes vacances, je crois que j'étais vers la Normandie. L'idée américaine était très simple. On va libérer ces pays détruits, pour après aller lutter contre l'ennemi soviétique, parce qu'on n'était qu'une première étape dans le plan. Et après, on reste. Et on garde la main. Ouais. On garde la main. C'est ce qui s'est passé en Italie. Pendant un peu moins de 10 ans, l'Italie a été administrée par les Américains. Donc, connaissant cela, connaissant le rôle de gens comme Jean Monnet, qui ferait passer Manuel Valls pour saint Thomas d'Aquin, en termes de soumission, de servilité, d'opportunisme, Jean Monnet, il y a des noms de famille, tu vois, ils sont bien trouvés. Tu vois, Marc Dutroux, Jean Monnet. Tu te dis, voilà, c'est vraiment, c'était écrit dessus qu'il allait se passer quelque chose. Donc on a un individu, pour rester sérieux, on a un individu qui naviguait entre la France et les États-Unis, qui prenait ses ordres là-bas, qui était plus ou moins commerçant d'alcool au début. Ouais, il vendait du cognac. Voilà, drôle de vie. Mais aujourd'hui, et il y a des bouquins formidables d'Éric Branca, par exemple, dans L'Ami américain, qui raconte ça, qui raconte le fait que Jean Monnet était en contact étroit avec les Américains. On peut même, par extension, regarder la création du groupe Bilderberg, qui est source de beaucoup de fantasmes, mais l'histoire est passionnante, l'histoire factuelle est passionnante. On a un personnage politique belge de premier plan qui est à l'origine de ce groupe Bilderberg. Donc, quand on comprend ça, on se dit, mais au fond, l'Union européenne, c'est simplement la matérialisation supranationale d'une ambition américaine qui naît de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, évidemment qu'on est soumis et que ce projet-là n'est pas pensé pour l'intérêt des nations qui la composent. Évidemment que, quand vient le Covid, quelle magie! Les solutions d'injection Covid-19 viennent des États-Unis. Alors, on va dire, oui, mais BioNTech, ils étaient en partenariat avec Pfizer, et BioNTech, c'est allemand. Bon, allez, champagne. Mais c'est Pfizer, c'est Moderna, c'est McKinsey qui chapeautait tout ça, évidemment. Donc, on voit que cette immense pieuvre avec toutes ces tentacules ramène à Washington, par le plus grand des hasards. Je vous dirai pas que tout ça a été pensé pour. Mais le projet européen a été pensé de cette manière-là. Regardons aujourd'hui le comportement de nos gouvernants européens, de l'Union européenne, face à l'impérialisme américain porté par Donald Trump. Au Groenland, notamment. Et le Groenland. Ou au Venezuela. Ou au Venezuela. Mais le Groenland, en plus, on se dit, c'est à côté de chez nous. Hein. La première ministre, oui, je crois que c'est la première ministre danoise, Madame Frederiksen, elle est passionnante. Hein. Elle fait des interviews, elle dit non, mais on est prêt à envoyer des soldats. Bon, vous allez vous fatiguer, laissez tomber. On sait très bien qu'en fait, ça va durer 30 minutes. Donald Trump, il va dire, attendez, c'est qui le patron, quoi? C'est pas plus compliqué que ça, c'est qui le patron? C'est quand même fou de dire que Donald Trump, avec toutes les ramifications qu'on peut imaginer, l'histoire qu'il y a derrière les relations États-Unis d'Amérique, Amérique latine et Amérique du Sud, on connaît la capacité de la CIA à faire des coups d'État. Mais en 2026, de se dire que Donald Trump a capturé un président. Ouais. Mais là encore, c'est quand même, quand on le met à plat, c'est ce qu'on disait au tout début, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, chacun a ses opinions, mais quand tu le mets à plat, tu te dis, mais on en est là, quoi. Et nous, on a nos petits dirigeants de l'Union européenne avec leurs petits bras, ils disent, non, mais on va envoyer une force d'occupation au Groenland. Mais en fait, sur le dossier ukrainien, par exemple, Donald Trump vous a expliqué que vous allez payer pour l'Ukraine et que vous allez acheter du matériel américain à envoyer en Ukraine.
Et encore aujourd'hui, on a des dirigeants européens qui nous disent non, mais on est souverain, on va regarder les Américains dans les yeux. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux en vérité. Donc c'est pour ça que l'Union européenne, je crois qu'il faut la prendre sur le sens historique, et que, à mon avis, au départ, une Union européenne pensée par des Européens comme un bloc géopolitique indépendant aurait peut-être pu regarder les autres dans les yeux. Après, c'est une question de ressources, de développement. Je dis pas que l'Union européenne aurait pu être la Chine, soyons clairs. Mais de l'Atlantique à l'Oural, c'était un peu le projet de De Gaulle. Absolument. Donc ça inclut aussi, finalement, le partenariat naturel, en tout cas économiquement parlant, avec l'espace slave, russe. Absolument. Et donc, c'est pour ça que je suis toujours méfiant vis-à-vis du discours qui est de dire l'Union européenne c'est nul, il faut le rejeter en bloc. C'est nul parce que c'est un projet dont les dés sont pipés depuis le début. Et ça se matérialise aujourd'hui. On peut regarder l'attitude d'une Giorgia Meloni, qui est sympa comme tout, mais j'ai connu des paillassons avec une plus grande conscience de soi par rapport aux États-Unis, vraiment. Macron, j'en parle même pas. Oui, puis après il y a Merz, Starmer, enfin c'est... Toute l'équipe. Donc, quand on voit ça, moi j'ai toujours, là encore, ça me fait toujours un petit peu rigoler, du côté droite et extrême droite en France, les candidats qui nous disent, enfin qui militent pour le retour de la France éternelle, on parlait de Knafo tout à l'heure, mais c'est aussi Bardella et des gens comme Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, qui militent pour le retour de la France éternelle et qui se précipitent à Washington pour la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Que dire Que dire, si vous voulez. Enfin, j'ai jamais croisé des biches amoureuses de leur loup, quoi. Et nous, c'est ce qu'on est en train de devenir. Comment l'expliquer, quoi? C'est quoi? C'est un phénomène d'emprise psychique? Enfin, parce que c'est vrai que de l'extérieur, il y a certaines choses qui paraissent étonnantes. La servilité dont tu parles et qui effectivement, quand même, je pense, on peut le dire, se révèle assez régulièrement. Comment expliquer ça, quoi? Je pense que c'est là encore, si j'avais la réponse, ça se saurait, mais je pense sincèrement que c'est le fruit d'un long travail, d'un long empoisonnement dans nos élites, aussi bien médiatiques que politiques que financières. Petit à petit, on comprend l'efficacité de l'américanisation du monde. Je l'ai étudié à l'école quand on nous disait le gendarme du monde, c'est les États-Unis. Dès que vous avez un problème, vous allez voir l'oncle Sam, il va tout régler. Il prendra peut-être un petit peu de pétrole sur la route, mais ça ira. Donc nos élites ont été biberonnées à ça. Même pour certains membres des élites, étaient formés dans ces groupes-là. Les groupes comme les Young Global Leaders, c'est devenu un peu la tarte à la crème, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez des types qui sont sélectionnés, une sorte de grande almanach des escrocs de demain pour la plupart, et qui ont tous des ramifications avec Washington. Je crois que c'est Off Investigation qui avait révélé dans une vidéo incroyable un stage qu'avait fait Emmanuel Macron autour de ses 20 ans dans un sombre groupuscule américain, une sorte de mi-lobby, mi-ONG, mi-think tank, quoi, ce qui fait trois moitiés finalement. Puis il avait voyagé comme ça aux États-Unis pendant 2-3 semaines, mais ni vu ni connu. Et ça, c'est une habitude très courante. Donc, dans le milieu des affaires, il suffit de voir par exemple la gestion du cas Alstom, du cas Alstom et des sanctions américaines par rapport à ça. Enfin, l'extraterritorialité du droit américain. Enfin, rien que ça, presque on pourrait s'arrêter là, en fait. Cette soumission, elle commence là. C'est que les Américains, non seulement ont pipé les dés de l'organisation géopolitique européenne, et en plus, ils ont installé toute une chape de domination qui fait que j'ai pas la cause profonde, j'ai pas l'explication pour dire pourquoi nos élites sont à ce point soumises aux États-Unis, mais par contre, j'ai l'explication de les États-Unis ont mis les moyens en œuvre pour que ça arrive. L'extraterritorialité du droit, la culture américaine qui, depuis le plan Marshall, s'est répandue comme une traînée de poudre, sans mauvais jeu de mots. Et donc, évidemment, c'était le but. Donc, ça a marché. Donc, je pense c'était simplement la stratégie initiale. Et juste aujourd'hui, on en récolte les résultats. D'élites qui sont américanisées culturellement, politiquement, et même dans les habitudes de communication. Sarah Knafo, vous allez dire que je m'acharne un petit peu dessus, mais sa campagne pour les municipales à Paris de 2026, elle a tout pompé sur les codes graphiques de Mamdani pour sa campagne à New York. C'est aussi ça, parce que la c'est servilité. pas du tout le même parti politique. Absolument. C'est aussi ça, la servilité. C'est aussi ça. Donc, je pense que c'est un lent poison qui s'est diffusé un petit peu de partout. Mais soyons clairs, même nous, même dans nos habitudes, aujourd'hui, McDonald's est en train de remplacer les bistrots en France. C'est un vrai problème, l'essor des fast-food de partout. C'est aussi ça. Évidemment que là, je tiens un discours réactionnaire. Dire, oh là là, tu dis que c'était mieux avant.
Moi, je pense que oui. Chacun pense ce qu'il veut, et je trouve ça très bien qu'on ait le droit de le penser. Moi, je pense que oui. Et l'américanisation du monde, c'est pas que Macron est soumis aux Américains, ou Mélanie, ou je ne sais quoi. Nous aussi, dans nos comportements. Là, au cinéma, pas loin, il y a un cinéma. Bon, la moitié de l'affiche, c'est du blockbuster, c'est des États-Unis, c'est des machins. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est facile de dire que nos élites sont soumises aux Américains, c'est vrai. Mais l'américanisation du monde, c'est un poison qui est aussi dans nos veines. C'est au quotidien, ouais. Ah ouais, clairement.